Des entrepreneurs qui n'ont pas peur des défis. Des experts qui amènent leurs meilleurs outils. Entrez dans le garage avec les dérangeants. Bonjour à tous, chers auditeurs des Dérangeants. Ici Marc-Claude Duquette et je suis très heureuse de faire cet épisode hors série dans le garage, sous le thème de la croissance. Je suis accompagnée de mon acolyte Étienne Crevier, entrepreneur en série. Salut Étienne! Salut! Comment ça va? Ça va bien toi? Ça va bien. Et pour nous aider, pour nos projets de croissance, on est allé chercher un gars qui en a vu d'autres. Mathieu Talbot, vice-président services aux entreprises et financement corporatif de Desjardins. Bonjour Mathieu. Salut Marie-Claude. Avant d'aller un peu plus loin avec nos enjeux d'entrepreneur, pourrais-tu m'expliquer qu'est-ce que tu fais exactement chez Desjardins? Absolument. En fait, Desjardins, c'est pas mon emploi premier. Je suis papa de 2 petits garçons. Fait que je te dirais, ça, c'est ma job première. Et en second plan, je suis banquier chez Desjardins. Donc, c'est tellement la bonne réponse à donner. Je t'admire. Good job. Et c'est la vraie réponse. Mais donc, chez Desjardins, j'ai le privilège, en fait, d'être à la tête d'un groupe qui s'appelle la vice-présidence services aux entreprises. Et c'est là, si tu veux, à 55 000 pieds d'altitude, l'ensemble des groupes de financement aux entreprises qui sont à la Fédération des caisses Desjardins. Donc, tu sais, il y a 2 niveaux à la caisse chez Desjardins. En fait, tu es soit financé dans le réseau des caisses et un jour, quand ton entreprise atteint une certaine taille, on va te financer à travers ce qu'on appelle la Fédération des caisses Desjardins du Québec. Et on retrouve dans ces groupes-là, donc, groupe de financement commercial. On parle de 15 à 20 millions de dollars de financement et plus, et ça va aller jusqu'à la très, très grande entreprise. Et à travers ça, on retrouve là, toutes sortes de différents groupes, différentes expertises. Donc, on va retrouver l'immobilier, par exemple, on va retrouver l'infrastructure, on va retrouver des groupes de financement d'énergie, on va trouver un ensemble de petits groupes d'expertise qui permettent d'accompagner les entrepreneurs, dépendant des secteurs dans lesquels ils ont décidé d'évoluer, de la plus petite entreprise jusqu'à la très, très grande entreprise, et sous toutes ses formes. Donc, on va financer des coopératives, on va financer des OBNL, on va financer évidemment les entreprises privées, et on a la capacité d'accompagner les entreprises aussi qui veulent un jour entrer en bourse. Alors, voilà. Donc là, la plupart des auditeurs qui nous écoutent, c'est des entreprises, des jeunes PME qui sont en pleine croissance, qui sont en développement d'affaires, puis qui ont des objectifs de devenir la plus grande PME du Québec. Qu'est-ce que tu aurais comme conseil à nous donner? Comme exemple, moi, si je prends ma situation où est-ce que je suis en pleine croissance en ce moment de 35 % annuel, donc une croissance qui est organique d'une petite entreprise de service, dans un objectif de croissance plus, dans le fond, on aimerait ça, dans le fond, faire des croissances de x2. On est en train d'observer à faire des acquisitions, donc une croissance par acquisition. Si je voudrais préparer mon dossier de croissance par acquisition, qu'est-ce que tu me conseilles en ce moment, les premières choses que je devrais évaluer? Bien, super bonne question. Je pourrais peut-être, je n'ai pas de recul par rapport à ce que tu viens de dire. Tu es une toute petite entreprise, mais tu veux te projeter, hein, c'est ça que tu veux faire. Tu as un rêve, tu veux faire grandir ton entreprise, tu as une mission, tu as un objectif. T'sais. C'est important en tant qu'entrepreneur de le voir, cet objectif-là, parce que c'est cette vision-là que tu vas développer autour de là où tu te vois, toi, dans 5 ans, dans 10 ans avec ton entreprise, quelle taille tu veux avoir, quel marché tu veux adresser. Fait que ça, c'est super important à la base. Après, il y a une question de pitch. Comment tu te prépares à faire croître ton entreprise? Il faut aller chercher du capital auprès d'actionnaires qui vont t'aider, auprès de la famille au début. Ensuite de ça, ça va être des actionnaires peut-être un petit peu plus sophistiqués, les institutionnels quand tu vas devenir plus grand, mais ça va être super important que tu sois capable d'articuler cette vision-là. Donc, c'est important d'y penser. Maintenant, quand tu approches une transaction, là, tu sais, je dirais dans la poutine d'approcher une transaction, t'es plus près d'une réelle transaction, il y a un paquet de choses qu'il faut que tu regardes un peu plus en détail. Est-ce que l'acquisition fait du sens? C'est quoi ton modèle d'affaires à toi, Marc-Claude, aujourd'hui? Comment tu abordes tes clients? Comment tu les approches? C'est quoi tes intrants? C'est quoi tes extrants? C'est quoi ta philosophie de travail? Qu'est-ce qui fait aujourd'hui que tu as monté une entreprise comme tu as entre les mains et que tes clients sont satisfaits? Quand tu vas faire une acquisition, il faut que tu t'assures que l'entreprise, l'autre bord, oui, va t'amener des parts de marché, tant mieux. Va t'amener une certaine diversification de marché. Mais les gens que tu vas onboard, les gens que tu vas aller chercher, les gens que tu vas amener dans ton équipe, les produits que tu vas amener, comment ça s'imbrique avec ce que toi t'as monté? Comment ça fait du sens, tout ça ensemble? Parce que, tu sais, là, on le voit beaucoup en ce moment avec la pénurie de main-d'œuvre, la chaîne d'approvisionnement. Il y a beaucoup d'entreprises qui, en ce moment, ils veulent se consolider, justement, pour aller,
pour pallier aux enjeux qu'ils vivent de ne pas avoir toutes les ressources. Fait que dans le fond, ils vont aller vers les entreprises concurrentielles puis ça devient des partenaires. Comment est-ce que Desjardins peut venir aider une entreprise? Exemple, moi, j'ai un partenaire qui m'a dit, Marc-Claude, écoute, moi, ça me tente de mettre le pied dans le gaz pour 5 ans. Et j'aurais besoin d'une personne comme toi, puis comme ton équipe, puis qu'on travaille ensemble, qu'on fasse une croissance pour projeter l'entreprise avec une possibilité de vente dans 5 ans. Fait que juste pour, dans le fond, recap, tu as un contrat, tu as une entente commerciale, tu as juste besoin d'eau au moulin. Tu dis comme tu vas avoir Desjardins, moi j'ai ce client-là, je suis fournisseur, puis si je signe ça, j'ai besoin d'une marge de crédit, j'ai besoin d'un leeway parce que ça va être une croissance fulgurante, là. Oui, exactement. Ça marche-tu? On est-tu capable d'aller voir notre banquier avec ça? Ben absolument. Puis là, on revient à ce qu'on disait tantôt, le pitch de vente est super important. Comment tu articules cette transaction-là à venir? Tu as un nouveau partenaire qui va joindre à toi. Comment tu articules la prise de possession de ces nouveaux clients? Comment tu vas accueillir ces nouveaux clients-là? Comment est-ce que tu vas les servicer? Comment est-ce que ton équipe est capable d'absorber ça? Ça, c'est des points qui sont super importants. Comment ça va diversifier ton marché? Où se positionne ta compétition? Ça, c'est des éléments que toi, tu contrôles. Souvent, en tant qu'entrepreneur, tu les as dans ta tête, tu le sais, c'est clair pour toi. Moi, je tape ce marché-là, ça va me permettre de battre la compétition ici, ça me permet de me diversifier. Comment tu l'articules à ton banquier? Nous, notre rôle premier, là, c'est de t'écouter, d'écouter ton rêve, d'écouter voir où tu veux aller, puis de te challenger, puis de t'amener des solutions. Fait qu'absolument, comment tu fais? Tu nous appelles, on va venir s'asseoir avec toi. Premièrement, on va écouter. Des fois, dans ta tête, là, ça va paraître un peu éparpillé. Là. Je veux le faire, je sais pas exactement par où le prendre. Ça, c'est notre travail à nous de t'accompagner là. C'est notre travail de s'asseoir et de dire, Marc-Claude, explique-moi là, qu'est-ce qui se passe? Où tu veux amener ça? Comment tu le vois? Pourquoi c'est important pour toi? Quand on parlait tantôt des intents, des extrants de ton modèle d'affaires, est-ce que ça fait du sens dans ton modèle d'affaires? Convainc-toi devant moi que ça fait du sens. Moi, je vais te trouver des solutions pour le financer. C'est super précieux ce que tu dis parce que moi, j'ai toujours dit, si ma job, c'est de maximiser les profits, ma job serait fucking facile. Mais c'est de le faire en l'expliquant à mon banquier, aux actionnaires, au gouvernement, aux employés, aux clients. Fait qu'il faut être capable d'articuler notre discours selon l'interlocuteur qui est devant nous. C'est pas toujours facile parce que dans le fond, c'est ça la job de l'entrepreneur. C'est de venir de vulgariser la vision, la mission, puis on a besoin d'être capable d'avoir l'eau au moulin, l'oxygène pour articuler ça. Absolument. Tu sais, tu parles de maximiser les bénéfices. À long terme, oui, mais il faut que tu assures aussi la pérennité de ton entreprise. Tu sais, de maximiser les profits parce que tu veux faire une trade avec un concurrent, tu vas aller chercher certaines parts de marché, tu vas aller un peu plus vite. À court terme, c'est bon. Est-ce qu'à long terme, c'est bon pour ton entreprise? Tu laisses rentrer un nouvel actionnaire dans ton entreprise qui est un concurrent en ce moment avec qui tu vas... Ça va ressembler à quoi, votre entente d'affaires? Demain matin, c'est tricky. Là. C'est un mariage. Oui, mais l'aspect humain, dans le fond, dans les finances, c'est souvent le cœur de tous les enjeux. Les dérangeants, dans le garage. Au-delà, j'imagine, des états financiers, ça parle, mais l'entrepreneur que tu rencontres, comme on parlait tantôt, qui porte la vision, qui t'explique, ça t'es-tu déjà arrivé de rencontrer un entrepreneur qui avait sur papier, tout était là, mais tu le sentais pas au niveau de l'entrepreneur, ou vice-versa, l'entrepreneur, tu vois qu'il y en a dedans, qui veut, que peut-être que sur papier, il aurait besoin d'un petit peu d'aide, puis d'avoir un peu plus de planification, puis de peaufiner sa vision, mais parce que tu crois en lui, vous allez aller au-delà. T'sais, est-ce que l'entrepreneur en soi fait une grosse différence pour toi quand vient le temps de financer son projet? Absolument. X-factor. Oui, ben absolument. Absolument. Ça prend quelqu'un qui est capable. Mais tu sais, ça prend de la suite dans les idées. Ça prend quelqu'un qui est organisé. Tu sais, tu peux avoir... Moi, j'ai toujours dit, tu peux avoir un entrepreneur A avec un produit B, puis ça va fonctionner, que l'inverse. Right? Tu vas avoir quelqu'un qui est... Ça prend quelqu'un qui est organisé. Ça prend quelqu'un qui a de la suite dans les idées. J'ai vu des gens qui avaient des projets absolument hallucinants. La théorie du projet était spectaculaire, mais aucune organisation, aucune drive, ça n'a finalement jamais levé de terre.
Fait que oui, c'est important. Tu as besoin d'avoir un entrepreneur A, tu as besoin d'avoir quelqu'un qui a de la suite d'idées, qui est organisé, qui voit c'est quoi ta prochaine étape. C'est ça la différence. Est-ce que tu es capable de voir quand tu tournes le coin, c'est quoi qui s'en vient l'autre bord? Est-ce que tu es capable d'anticiper ça? Ouais. Quand tu regardes les grands entrepreneurs là, qu'on a au Québec, là, c'est ça qu'ils ont fait. Ils ont toujours été 4-5 ans avant leur temps. Ils ont toujours vu le prochain coup de la compétition. Ils ont vu les marchés internationaux. Ils se sont jamais dit, moi, je vais rester ici, je vais me bâtir. Ils ont vu plus loin, ils ont vu plus grand. Ils étaient toujours un pas ou deux en avant. Et ça fait la différence. Même sur un produit qui peut-être, à prime abord, peut paraître de catégorie B, mais si tu as quelqu'un pour le vendre, si tu as quelqu'un pour le mettre en place, si tu as quelqu'un qui est organisé, qui l'enrobe de la bonne façon, ça va faire toute la différence du monde. Absolument. C'est une excellente question, en fait. Moi, je suis dans une entreprise super traditionnelle de service. Fait que, tu sais, on s'entend que la plus... Tu sais, moi, t'es disruptive, Marc-Claude. Quand même. C'est une belle entreprise. Merci. Mais dans le sens où ce qui me coûte le plus cher, c'est mon payroll. C'est mon payroll. Tandis qu'une entreprise en tech, ça leur prend, comme tu disais tantôt, des années à développer des fois des produits. Puis là, ça devient des entreprises de valorisation. Puis là, on parle de capital de risque. Comment est-ce qu'un banquier analyse ça au niveau du capital de risque pour financer ce genre de projet-là qui ont une vision claire? L'entrepreneur, c'est un entrepreneur A. Comment est-ce qu'il fait pour monter ça sur le long terme? Quand on tombe dans le tech, là, à ta question, Marc-Claude, ben là, l'approche est un peu différente. Là. Est-ce que le modèle est récurrent? Est-ce qu'il va générer certains revenus? Parce qu'évidemment, la capacité, jeune pousse, la capacité de remboursement n'est pas là. Fait que ça prend, au niveau des joueurs de capital de risque, au niveau du prêt dans ce secteur-là, ça prend quelqu'un qui est capable d'avoir une vision sur la qualité du modèle d'affaires, la qualité du produit. Y a-t-il vraiment une demande pour ça? Est-ce que c'est une demande qui est locale? Est-ce que c'est une demande qui est nationale? Est-ce que c'est une demande qui est nord-américaine? Y a-t-il une demande mondiale? C'est quoi l'échelle qu'on peut donner à ce modèle d'affaires-là over time? Là, tu te donnes un peu une idée de la valorisation de l'entreprise. Puis, OK, fine. Il n'y a pas de revenus cette année. Ça commence l'année prochaine. Il n'y a pas de profitabilité. Mais l'entreprise, ce qu'elle vaut dans le marché, me permet de prendre certains risques financiers en dette qui vont être supportables étant donné ça. Mais on s'entend, c'est un niveau de risque qui est plus élevé. En général, ça va commander une structure qui est un petit peu plus restrictive, commander peut-être une tarification qui est un peu différente, mais c'est faisable. C'est comme ça qu'ils vont le regarder. Tu sais, quand tu regardes dans un venture cap, là, puis tu regardes la bio des gens qui sont là, ben souvent, c'est des PhD, des gens qui ont étudié dans un domaine bien, bien, bien précis, puis qui ont foré ça, puis qui ont foncé là-dedans vraiment longtemps, qui comprennent vraiment, vraiment certains petits aspects, qui vont être capables de voir, est-ce que ce modèle d'affaires-là, est-ce qu'il y a vraiment un marché pour ça? Est-ce qu'on révolutionne vraiment la technologie qui est déjà en place? Ça va être important. Là. Et tu sais, si, mettons, je fais un peu un bilan de ce qu'on discute depuis tantôt, dans le fond, c'est d'avoir une idée qui est super claire avec une vision long terme pour être capable de mesurer quand est-ce qu'on est capable de rembourser ce capital-là qu'on va aller chercher. C'est aussi d'être capable de pitcher correctement notre idée pour que le banquier soit capable de comprendre. Au-delà de ça, toi, en ce moment, quel genre de projet t'as envie de backer, t'as envie d'embarquer parce que tu crois à cette croissance-là en ce moment au Québec? Qu'est-ce qui, toi, là, tu te dis, ça arrive sur mon bureau puis je suis vraiment content? Hey, c'est une super bonne question, honnêtement, parce que franchement, là, je sais pas si... Je suis pas sûr que j'ai une industrie en particulier. Je pense que je tombe en amour plus avec les entrepreneurs, les entreprises, selon la mission qu'elles ont, là. Tu sais, j'ai aidé des entrepreneurs à bâtir une société. On va prendre Good Food, par exemple. Tu aurais pu dire Étienne Crevier aussi. On aurait pu dire Étienne, mais t'es assis à côté de moi. Je voulais sortir un peu là, du studio aujourd'hui. Mais Monsieur Ferrari. Monsieur Ferrari, Monsieur Koggi, mais tu sais, les gars avaient une idée qui était honnêtement hautement disruptive. Ils n'étaient pas les seuls, mais il y avait de grandes ambitions. Puis franchement, ils nous ont fait un pitch de vente qui était spectaculaire. Ils nous ont convaincus de leur capacité et ils nous ont montré, étape après étape, qu'ils étaient capables de matérialiser ce qu'ils nous avaient promis. Premièrement au Québec, puis ensuite de ça, ils ont pris de l'expansion un peu en Ontario, puis ensuite de ça, ils ont pris... Mais à chaque étape, on était rassurés sur l'infrastructure fonctionne, elle survit en elle-même, le produit est accepté dans le marché, on a gagné les parts de marché. La business en tant que telle, elle fonctionne et est profitable dans son propre marché, puis on a pris de l'expansion avec eux.
Ça, ils l'ont très, très, très bien fait. Ils nous ont accompagnés comme banquiers corporatifs, parce que nous, on n'est pas, encore une fois, on n'est pas de l'équité, on est en dette. Ils nous ont accompagnés étape après étape en disant, regarde, je t'avais dit que je serais là, voici où je suis rendu. Je t'avais dit que je me rendrais là, voici où je suis rendu. Voici comment ça se traduit. C'est super important, le dialogue avec ton banquier. Ne veux pas, souvent dans ton bilan, là, la dette, rapidement, ça va devenir un gros morceau par rapport à l'équité. Ben, c'est là, je pense qu'il est important aussi de voir ton banquier comme étant pas juste ton banquier, mais que ça devient aussi ton partenaire d'affaires, dans le fond. Il prend part, tu prends part. Tu as vu Good Food prendre une expansion assez monumentale. Et tu dois te voir aujourd'hui justement comme faire partie de cette gang-là. Oui. Après, on ne prendra pas le bénéfice. Là, les gars ont travaillé comme des... Les gars, les filles, là, mais c'est vraiment une équipe de motivés. Là. Les gars ont vraiment tout donné là, pour les avoir vus aller à l'œuvre. Ils sont phénoménales. Mais oui, on fait partie un peu de l'histoire, en quelque sorte. Fait que, on est rendu... on n'est plus leur seul banquier aujourd'hui. Il y a plusieurs autres banques qui se sont joints à l'histoire. Puis ça, c'est bien ça qu'on appelle un syndicat, non? C'est ce qu'on appelle un syndicat bancaire. Exactement. Le prêt, le financement atteint une certaine taille à un moment donné où ça fait du sens pour nous et pour le client d'inviter d'autres banques. Il y a une question de gestion de risque de mon côté. Il y a une question de diversification du point de vue de l'entrepreneur. Tu n'as plus juste une banque à table. Fait que si jamais... de raison ou une autre, le département de crédit vient un peu tannant dans une banque, ben, tu as quand même 2, 3, 4, 5, voire 25 autres institutions autour de la table qui sont là pour te supporter. Fait que ça aussi, c'est important, ouvrir tes horizons rapidement. Tu as une banque avec qui tu fais affaire, mais de te tenir au courant, de networker un peu, d'avoir plus qu'un bailleur de fonds autour. C'est pas de mauvaise chose non plus, là, de bâtir tes relations dans ce secteur-là. Là. Si tu me permets de rebondir là-dessus, moi, j'ai toujours, dans le fond, dit ma plus grande erreur n'était pas d'être accompagné dans mon financement. J'ai pensé que j'étais capable, comme entrepreneur dans Biogénique, de le faire seul. Je n'avais pas de CFO. Mais si seulement j'avais eu ce genre de personnes-là, puis aujourd'hui, je n'ai pas refait la même erreur, puis avec PSB2 dans l'immobilier, on a vraiment cet accompagnement-là. C'est ce qui nous a permis, en fait, nos 4 premiers blocs ont coûté autant en équité que nos 8 prochains. Parce que justement, on était capable de venir rassurer. On a eu, dans le fond, les 4 premiers, c'était notre équité personnelle qui venait, dans le fond, rassurer. Mais ensuite, l'histoire s'est bâtie. Puis on était capable de venir prouver que les 8 prochains, bien, il y avait, dans le fond, une histoire qui venait, dans le fond, pallier le manque à gagner ou le cash flow négatif qu'on pouvait générer dans un cas de chute ou de crisis monumentale. Puis c'est là que je trouve ça vraiment poignant, ce que tu dis, le storytelling. Si un entrepreneur est capable de vendre son histoire puis de vendre la vision, ça fait toute la différence. Et de savoir s'entourer, Étienne, honnêtement, de savoir s'entourer. D'avoir un foutu CFO dès le début. Bon, en fait, ton CFO, faut pas que tu le vois comme ton comptable. La réalité d'un CFO, si tu veux vraiment amener ton entreprise next level, ton CFO, là, c'est ton partner. Là, ça peut être, dans certains cas, l'équivalent de ton CEO. C'est super important de contrôler tes chiffres. Il y a bien des CFO qui, aujourd'hui, ont des rôles pas mal plus larges que juste la comptabilité puis le financement. Mais c'est tellement crucial dans ton entreprise. C'est ton capital. C'est ce qui te permet de payer ta main-d'œuvre. Tu en parlais tantôt. Tout à fait. C'est ce qui te permet d'acheter les équipements que tu as besoin. C'est ce qui te permet d'investir pour développer tes brevets. Puis de garder ta vision. Dans le sens que, si tu n'as pas tes chiffres, une vision, ça vaut quoi? Absolument. Fait que sur ces sages paroles, merci beaucoup, Mathieu, de nous avoir aidé avec nos questions sur la croissance. Étienne? C'était vraiment inspirant. Puis en fait, ça démystifie beaucoup. Merci. Et merci à vous de m'avoir invité. C'est vraiment cool. À la prochaine. Salut. Salut tout le monde. Des entrepreneurs qui n'ont pas peur des défis. Des experts qui amènent leurs meilleurs outils. C'était Dans le garage. Avec les dérangeants.